C'est votre rendez-vous de tous les jours, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à Zoom Eco Live. C'est parti avec toutes nos rubriques au rendez-vous. Aujourd'hui encore, nous allons vous apporter plus de précisions en ce qui concerne l'économie ou l'évolution économique en République démocratique du Congo. Les chiffres clés vont devoir vous ramener des précisions sur les charges transférées pour le fonctionnement de la CENSA en 9 mois. Nous sommes là de janvier en septembre 2021. Le dossier sera également au rendez-vous puisqu'il a été prévu de ramener sur cette table l'opération d'immatriculation des maisons au moyen de GPS. Un constat a été réalisé sur le terrain et ça sera avec Benita Mweni. Nous allons aussi recevoir pour vous un expert maison qui va devoir aborder avec nous une question majeure. Oui, à la tête de la CENI, il y a un nouveau patron. Quels seront les défis qui attendent cette équipe de la CENI? Nous allons en parler. Quelles doivent être les principales orientations, mobilisation des recettes? Quel doit être le budget alloué pour cette grande structure au regard des urgences électorales? Nous allons aussi échanger avec cet expert qui nous donnera plus de précisions. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Et ça sera avec Aris Mbenga tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. 2 milliards de francs congolais décaissés en faveur de la décentralisation en 9 mois. Dans son rapport mensuel, la Direction générale des politiques et programmation budgétaire renseigne que le gouvernement congolais n'a décaissé que 2 milliards de francs congolais, soit 1 million de dollars américains, en 9 mois en faveur du secteur de la décentralisation, réforme institutionnelle. Dans ce rapport, les services compétents du ministère du Budget notent que les prévisions linéaires en faveur du secteur de la décentralisation et réforme institutionnelle ont été arrêtées à hauteur de 267,1 milliards de francs congolais, soit 134,3 millions de dollars américains. Nouvelles en bref encore, RDC Angola, les deux États négocient autour des modalités d'accord sur les commerces des produits pétroliers. Dans le souci de parvenir à des modalités consensuelles de commercialisation de produits pétroliers et divers dans les frontières communes entre la République démocratique du Congo et l'Angola, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a lancé ce lundi 25 octobre 2021 à l'hôtel Pullman de Kinshasa les travaux sur les modalités d'accord entre la Sonatrach et la Sonangol. Ces travaux sont une suite des derniers travaux qui avaient mis sur la même table les deux parties précédemment dans la capitale angolaise. Clôturons les nouvelles en bref avec cette information. RDC, gouvernement et banque syndicale de l'administration publique réunis en commission paritaire. Le premier ministre congolais Sama Lukonde a ouvert les travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et le banque syndicale de l'administration publique. D'après le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'objectif principal de cette rencontre est de maintenir le dialogue social qui est le maître mot devant guider toute action au niveau de l'administration publique. Ces travaux de 6 jours, soit du lundi 25 au samedi 30 octobre 2021, se tiendront en atelier résidentiel au village Vénus à Bibois, dans la commune de Lansele. En effet, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre le gouvernement congolais et l'intersyndicale nationale de l'administration publique pour valoriser le dialogue social en vue d'évaluer les différents protocoles d'accord signés antérieurement entre les deux parties prenantes relatifs aux situations administratives, sociales, pécuniaires des agents de carrière au service public de l'État, et proposer ainsi des pistes de solutions idoines devant améliorer et garantir leur sécurité sociale de façon intégrale et de préserver la paix sociale au sein de l'administration publique. Voilà, des retours sur ce plateau. Vous avez compris que l'information et l'actualité économique évoluent en République démocratique du Congo. Nous également, nous évoluons avec toutes nos différentes rubriques. Pour le compte déjà des chiffres clés, nous allons recevoir Judith Unamaka qui nous parle bien sûr de ces charges transférées pour le fonctionnement de la CENSA en 9 mois. Et c'est tout de suite. Les chiffres clés, c'est avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, avant de prendre l'essentiel de ce que vous nous ramenez aujourd'hui, notamment la thématique, on aimerait bien avoir déjà les précisions sur le taux officiel, le taux d'échange à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
Qu'est-ce que l'on doit retenir? D'abord, nous commencerons par le taux de la Banque centrale du Congo, qui n'est rien d'autre que le taux officiel. Et on remarque que 1 dollar se retrocède à 1997 francs congolais, un franc CFA s'acquiert à 3,51 centimes et 1 euro revient à 2305 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous avons ciblé cette fois-ci la commune de Makala. Et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2000 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,59 centimes et 1 euro se retrocède à 2341 francs congolais. Revenons sur notre thématique. Combien exactement le gouvernement congolais a su dépenser ou affecter pour le fonctionnement du CENSA en 9 mois? Voilà, dans le cadre de l'exécution budgétaire, le gouvernement congolais a affecté pour le fonctionnement du CENSA un montant total de 1,2 milliard de francs congolais, soit plus de 608 966 dollars américains pour les 9 mois de l'année 2021. D'après le rapport mensuel des états de suivi budgétaire, les prévisions linéaires pour les dépenses liées au fonctionnement du CENSA ont été chiffrées à 3,4 milliards de francs congolais, soit un montant de plus de 1,7 million de dollars américains. Suivant le même rapport du ministère du Budget, il y a lieu de noter un taux d'exécution budgétaire de 35,4% en faveur du CENSA à fin septembre 2021. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la clé des répartitions. Qu'est-ce que l'on doit dire à ce sujet? S'agissant de la clé de répartition de cette enveloppe globale, le document sur l'analyse budgétaire du ministère du Budget indique clairement que le montant total décaissé par le Trésor public pour le CENSA a été affecté aux dépenses du personnel, c'est-à-dire la rémunération. Et suivant les données fournies par le ministère du Budget, il y a lieu d'indiquer qu'au cours des 9 mois de l'année, ces structures n'ont organisé aucune activité. Alors, la clé des répartitions est assez claire, mais on aimerait aussi globaliser la question. Combien est-ce que le gouvernement doit-il dépenser pour l'ensemble de l'année 2021? Pour toute l'année 2021, le gouvernement congolais devrait débourser un montant de plus de 4,54 milliards de francs congolais, soit plus de 2 millions de dollars américains pour assurer le fonctionnement du CENSA. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, Guy. Comment est-ce que les Kinois ont perçu cette innovation apportée par l'hôtel de ville de Kinshasa? Nous parlons bien sûr du gouvernement provincial de Kinshasa. Il s'agit ici de l'opération d'immatriculation de ces maisons au moyen des GPS. Oui, la question revient sur les lèvres de plus d'un Kinois. Et aujourd'hui, nous avons voulu faire pour vous un dossier constat et ça sera avec Benita Mweni. Benita Mweni est à la présentation du dossier du jour. Benita Mweni, bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez exceptionnellement aujourd'hui? Et voilà notre récent dossier à parler de l'annonce de l'opération d'immatriculation de maisons au moyen de GPS. Et le lancement de cette opération a eu lieu dans la commune de la Gombe. Et aujourd'hui, nous avons échangé avec la population quinoise à ce sujet. Voilà, les réactions sont mitigées sur le terrain et aujourd'hui, nous avons voulu faire un constat et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Prenons avec elle les réactions sur le terrain tout de suite. Lancée il y a quelques jours à l'hôtel de ville de Kinshasa, l'opération d'immatriculation des maisons au moyen du GPS par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Cette opération qui vise à doter les Kinois et Kinoises d'un numéro de matricule permettant d'identifier chaque parcelle et maison de la capitale. Comment cette décision prise par l'autorité urbaine a-t-elle été accueillie par les Kinois? Les avis partagés des différents Kinois et Kinoises sont recueillis au micro de Zoom Eco Live. Moi je pense que c'est une très bonne idée déjà, d'avoir au moins une idée sur chaque parcelle, le nombre de parcelles que compte chaque avenue. Ça va directement aider aussi à connaître le nombre de chaque parcelle sur les plans déjà des quartiers. Pour l'immatriculation des maisons, en tant que gouvernement qui est responsable du pays, c'est bien d'identifier les différentes maisons. D'ailleurs, vraiment c'est bien pour essayer un peu de structurer l'urbanisation de notre pays. Si cette initiative va dans le même chemin, je pense que ce n'est pas une bonne idée.
Mais si, comme vous dites, que l'état des idées pures et simples et tout, donc voilà, c'est juste pour immatriculer et identifier nos maisons, alors là, c'est une bonne chose. Bah, créer RAM, oui. Les gens vont créer sous ce lot, on a évité message par rapport à la population. Moi, je vois que le gouverneur, d'abord, il a beaucoup à faire. Vous voyez avec les histoires de DGRK, on paie les DGRK, mais dans nos routes, dans nos cités, on a trop d'immondices. Alors il fallait d'abord s'occuper d'abord de ça et puis venir avec ces histoires de matriculation. Dans l'optique d'accompagner le gouvernement dans les innovations à l'ère du numérique, le gouverneur Jean-Tini Ngobila invite la jeunesse congolaise à s'y impliquer en y apportant des projets ou des propositions. Voilà, des retours sur ce plateau, Benita Mouini, on doit le dire que les gens ne sont pas, pour certains, très informés sur cette question, cette réforme, si on doit le dire ainsi, cette réalisation ou cette innovation de l'hôtel de ville de Kinshasa. D'autres sont contre, d'autres pour. À votre avis, qu'est-ce qui doit être fait exactement? Quelles sont les suggestions que vous pouvez apporter au gouvernement congolais sur cette question? Principalement au gouvernement provincial de Kinshasa, puisqu'il s'agit de lui. On sait voir les avantages de cette nouvelle initiative, mais seulement le gouvernement devrait encore attirer l'attention des Kinois par la sensibilisation pour qu'ils comprennent mieux de quoi il s'agit, comme on l'a vu au Gambie, par exemple. Merci à vous, Benita Mouini, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci, Guy. Plusieurs défis attendent cette nouvelle équipe à la tête de la CENI et aujourd'hui, on en parle avec Patrick Bomboka. Vous avez l'habitude de le suivre à travers sa chronique, mais spécialement, il fait notre invité et avec lui, nous allons répondre à ces questionnements majeurs qui se posent, que doivent être ces différents défis. C'est tout de suite. J'ai annoncé sur ce plateau, Patrick Bomboka est avec nous, bienvenue. Merci bien Guy. Alors aujourd'hui, nous parlons bien sûr de cette nouvelle équipe dirigeante à la tête de la CENI, défis et perspectives. Première question, nous allons rentrer dans le financement et j'aimerais être plus clair du point de vue financement de ces opérations électorales. À quoi pouvons-nous nous attendre exactement? Je pense que les élections, sont des enjeux qui ne concernent pas seulement les bureaux de la CENI. Donc on ne va pas s'attendre à des solutions miracles au niveau du bureau Kadima. C'est une affaire de Congolais. Ce qui suppose que le gouvernement qui tient au respect du délai constitutionnel, le gouvernement sera dans ces cas-là conséquent pour mettre des moyens à la disposition du bureau de la CENI qui vient d'être investi pour qu'ils fassent leur travail de technicien. Et vous le savez, le jour où ils étaient investis, le chef de l'État fait un message. Et dans le message, il aura demandé de se mettre promptement au travail pour qu'il donne les résultats qu'il faut, au délai qu'il faut. Mettre le moyen, c'est-à-dire gonfler l'enveloppe ou y aller avec ce qui était prévu, déjà au départ? Disons qu'on attendait justement ce bureau depuis un an. On a eu le scénario Ronsard-Malonda qui n'a pas abouti. Et aujourd'hui, le cas Kadima a réussi à convaincre. Et Kadima a été investi, Kadima a même prêté serment. Cela suppose que le bureau Kadima constitue déjà notre premier moyen. Ils doivent se mettre au travail. C'est le bureau Kadima qui devra définir incessamment un calendrier électoral, qui devra définir incessamment un budget. Et on saura, avec ces budgets qu'ils vont présenter, quels sont les moyens disponibles et quels sont les moyens qu'il faut rechercher pour justement atteindre cet objectif-là. Alors parlons un tout petit peu de ces scénarios possibles de cette équipe Kadima qui monte en ce train et qui est déjà en cours depuis un an. Selon vous, comment se présente le tableau? Bon, pour l'instant, nous devons nous servir d'exemples du passé récent. Quand on s'en tient au rapport, par exemple, du bureau sortant, Corneille Nangaa, qui était devant les députés, qui a présenté son rapport du cycle électoral 2012-2019, il nous dit simplement qu'à ce jour, il détient encore 93 593 machines qui sont intactes, sous les 116 454 kits qui ont été achetés. Insignifiant ou suffisant? Je ne saurais pas m'attarder sur ces détails techniques. On attendrait que le bureau Kadima fasse l'inventaire si ces machines sont amplement suffisantes pour tenir les prochaines élections. Si tel n'est pas le cas, éventuellement, ils vont prévoir des achats, ils vont prévoir de la logistique
pour pouvoir tenir parole, pour pouvoir tenir promesse. Et en plus, il ne faudrait pas oublier que Corneille Nangaa nous a alerté, il nous a fait le bilan que ces élections du cycle 2012-2019 nous ont coûté pas moins d'1,3 milliard. C'est beaucoup d'argent. D'autres scénarios ont été examinés par une commission avec le gouvernement de Warriors, le gouvernement du Premier ministre Amadou Kondé. Ils nous ont présenté 2 hypothèses. La première hypothèse, si nous réussissons à combiner les 3 opérations, j'entends recensement, identification et enrôlement, si on menait ces opérations ensemble, on pourrait éventuellement dépenser autour de 600 millions de dollars. Pendant que si les mêmes opérations, vous les tenez séparément, vous devriez dépenser tout au moins 900 millions. C'est au gouvernement de voir quel est le minima, quel est le maxima qu'il faut utiliser pour ne pas trop retarder les opérations et être dans un équilibre vu les dépenses, vu aussi les moyens disponibles. On doit quand même avouer que cette opération demande beaucoup de moyens. Est-ce que Kadima sera dans le respect du délai constitutionnel dans l'organisation de ces élections en 2023, comme il a dit, ou c'est encore un peu de démagogie derrière? Nous sommes républicains, je pense que personne ne voudrait violer la Constitution. Ouais. Les délais constitutionnels sont là, tout le monde le connaît, et on fera ils feront de leurs efforts, ils feront tout leur possible pour arriver à remplir ces devoirs dans les délais constitutionnels. Ils sont techniciens. Ils vont avoir le temps de faire la remise aux reprises. Ils vont avoir le temps d'évaluer la situation actuelle. Ils vont avoir le temps de nous donner des chiffres. Et on est convaincu que le gouvernement qui est disposé à rester républicain, un gouvernement qui respecte les délais, un gouvernement qui promet les élections aux dates et aux jours fixes, eh bien, nous pensons que le gouvernement sera en symbiose avec la centrale électorale pour qu'elle ne manque pas de moyens pour ces rendez-vous tant attendus. On regarde déjà des dépenses affectées à la CENI en 9 mois. Vous connaissez les chiffres de janvier 9 millions de dollars 2021. Fin septembre 2021. Ouais, justement. Ce n'est pas assez si on considère... Est-ce qu'il y a un danger à craindre? Parce que déjà, à ce niveau, on sent que ce n'est pas assez. Je ne peux pas me mettre dans une perspective négative. On réfléchit. Je reste positif. Ouais. On est au mois de septembre, c'est vrai, on sort d'une période assez délicate avec Covid, toutes les difficultés de la trésorerie, mais il y a une volonté. À partir du moment où il y a un bureau qui est investi, nous pensons que le regard vis-à-vis de ces bureaux ne sera pas le même qu'il y a 2 semaines, qu'il y a 1 mois. Et je parie qu'on mettra énormément de moyens pour qu'on remplisse ce devoir dans les conditions qu'il fallait. Merci beaucoup à vous, Patrick Bomboka, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Notre deuxième invité sur ce plateau s'appelle André Mushongo. Avec lui, nous allons aborder une question majeure. Il s'agit bien sûr du respect de l'éthique et déontologie des professionnels, voulais-je dire, des médias. Oui, il y a un problème qui se pose et qui s'observe depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa et le problème revient sur cette table. Nous allons échanger avec lui sur les solutions, mais également les grandes orientations, puisqu'il est journaliste en même temps, chef de travaux. Bienvenue. Merci Guichon. Alors aujourd'hui, nous revenons sur cette problématique, le respect de l'éthique, déontologie des professionnels de médias. Pensez-vous qu'à Kinshasa, principalement pour commencer, je peux même étendre la question, même à l'intérieur du pays, il y a quand même cet tas de choses qui est respecté? Merci Guichongo. L'image des journalistes congolais n'est plus reluisante. Aujourd'hui, le journaliste est considéré comme un flatteur, comme un mendiant en République démocratique du Congo. Pourtant, ce noble métier doit être respecté. On y entre sans autorisation, sans condition, et on y sort, sans même demander quoi que ce soit. Oui, en République démocratique du Congo, l'éthique et déontologie posent problème auprès de professionnels de médias. La plupart des journalistes n'arrivent plus à mettre en application les notions d'éthique et déontologie. Vous irez, un journaliste qui arrive à écarter une information parce que la source n'a pas payé. Une personne organise une activité, mais puisque cette personne-là qui a organisé cette activité n'a pas déboursé de l'argent auprès du journaliste, son information est écartée complètement. Que disent les notions d'éthique et déontologie? Les notions disent et les codes de bonne conduite des journalistes de la République démocratique du Congo
interdisent à tout journaliste de ne pas conditionner le paiement de quelque nature que ce soit avant de diffuser une information. Cette problématique nous a poussé d'ailleurs à une recherche sur les pratiques journalistiques, éthiques et déontologie des professionnels des médias, cas des organes de presse de la ville-province de Kinshasa. Mais alors, puisque vous le dites qu'il n'y a pas respect de ce code de l'éthique et de la déontologie du journaliste, ma question s'oriente autrement. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce côté clochardisé en outrance du journaliste? Très bien. La plupart des journalistes congolais travaillent sans contrat. Les mauvaises conditions de travail, les conditions sociales. Comment pouvez-vous expliquer qu'un journaliste est engagé dans un organe de presse, mais sans contrat? Et quel paiement? Je peux vous informer, à l'exception de quelques journalistes de médias officiels, la plupart des journalistes qui travaillent dans des médias privés, je pense, aucun n'est payé 300 $. Comment est-ce qu'ils font l'effort de louer les 2 bouts du mois? Quelles doivent être, pour finir, les pistes de solutions à ce problème? Première chose, il faudrait que, d'abord, le média congolais doit être rendu en entreprise parce que la plupart des médias, des organes de presse de la RDC sont considérés comme des boutiques, des propriétés privées des individus. Ils sont gérés comme des téléphones. Il faudrait que ces médias ou ces organes de presse puissent être enregistrés par l'État congolais à travers les guichets uniques de création d'entreprises. Deuxième chose, il faudrait que le journaliste puisse être payé. Il signe un contrat. Troisième chose, il faudrait que le média arrive à élaborer, à l'instar des entreprises, ou bien, si je peux parler bien, des établissements sanitaires qui exigent que tel service faut payer autant. Je propose à ce que le journaliste congolais ou les organes de presse congolais puissent avoir un canevas de prix pour permettre à tout celui qui viendra solliciter un service auprès de médias congolais disent pour une émission de tant de minutes, je souhaite payer autant. Pour un reportage, autant. Pour éviter que le journaliste puisse continuer à travailler sans être payé, ils sont au service des propriétaires des médias. Voici ce qui pousse à ce que le journaliste commence à chercher comment flatter le gens, comment ne pas respecter les leçons d'éthique et déontologie. À la quête de l'information, tout en respectant l'éthique et la déontologie comme le recommande la profession. Merci à vous, André Mouchon, d'avoir répondu à notre invitation. Un clin d'œil à tous ces amateurs de la couture. Aujourd'hui, spécialement Zoom Wenze vous ramène des précisions sur les prix des différentes machines à coudre. Vous aimeriez bien en savoir plus. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Restez chez vous et apprenez à la maison. Zoom Wenze, c'est tout de suite. Bienvenue à tous dans Zoom Wenze. Pour les amateurs de la coupe et couture, la machine à coudre est un outil essentiel pour la confection de vêtements, soit pour le modéliste en général. Si vous souhaitez vous en procurer, Zoom Wenze vous présente le prix des différentes machines à coudre qui vous permettront de réaliser un projet en couture. Sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Pour le machine à coudre de première qualité, une machine à coudre par pédale, le prix est fixé à 170 $. Une machine à main se vend à 140 $. Une mini machine à coudre manuelle simple à utiliser pour le débutant, cela revient à 10 $. Une machine à surfiler, le prix est fixé à 650 $. Pour ceux qui préfèrent utiliser la machine industrielle, cela revient à 550 $. Une machine électronique qui facilite la couture pour le débutant, tout comme pour le confirmé, cela revient à 750 $ sur le marché. Pour réaliser vos broderies, une machine à broder coûte 550 $. Une machine à bouton pression revient à 35 $. On a pour vous le prix des machines à coudre de deuxième main, autrement appelée bilocos. Une machine à main se vend à 100 $. Une machine à coudre à pédale, le prix est fixé à 100 $. Une machine à pression revient à 20 $. 400 $ pour une machine à coudre électronique de deuxième main, terminant avec 500 $ pour une machine à coudre à surfiler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans Zoom Wenze. Prenons rendez-vous très prochainement. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous. Et ces rendez-vous, c'est avec l'agenda du jour qui vous est présenté par Adassa Grasse. Tout de suite.
Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Notons que la nouvelle session au métier d'assistant clientèle en banque a débuté ce mardi 26 octobre pour se clôturer le vendredi 29 octobre prochain à Kinshasa. Retenons cette fois-ci que la conférence internationale qu'organise Empowering Women aura lieu à Kinshasa, précisément à l'hôtel Béatrice à partir de 11h et sera axée sur l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme en RDC. Et pour finir, signalons que la formation en métier d'entrepreneur avait débuté depuis le 2 octobre dernier et va se clôturer le 4 décembre prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Saviez-vous que la vente du vin de palme pouvait faire vivre à Kinshasa? Ah oui, une activité qui paraît anodine, mais qui arrive à faire organiser certaines familles. Aujourd'hui, un vendeur du vin de palme nous ouvre ses portes. Avec lui, nous allons partager sa petite expérience. Tout de suite, article 15. Sana sala ga palo kama mbongo ndeni na kuvivu na bimibo na toluka na ozwa kolia nyoso wana kufuta ndao mai kuwaka na mosalo mono na sondu muna ya bida ajili twebo yaona ya abano tamusa singa kaka tiso isi na zuma mbongo na hata ma 25 hata ma 30 ya ra bien no tamusa so journée ya bien. Dena sala musala yawe na kusuma pela mana na sumira na musalo olia ofuta nda kuwa kama musalo mono tutamula tamusu tamulga boy okuda bayaya babotoli pe bacheta musu kozo kisoka likula masanga mbili ndio tamusa boy ko sufi fo. Zabo bwaka alikelemba tamusona zwi asoma kiti na ra mwanzu mwani na chena ndako kwa okeba liboso kosega toluka kaka so yi via ko yiba so tamwa na loingo ume amukirike lokwa na abunda boye na mutugina mogo basi ga kuluna basi ga muibi tunga mbongo taba jeni bango wabasa kuluna ngaso na sai kune simba na ngofu baluka ga mbongo nemsu tolu batika via kuluna via kimoyibi ya mabe. Ngenda kusoma ona kasangu taona kenda kuna seke na kusoma na ye nde taona ya na banu tambusa ko luga mambongo nde na komisu senga mukunzi ata rabiso ga bisumawa na musala boye sa moni bata boya fo sunga bato kwa biso Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka.
Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.